Alors, ça donne quoi cette recette? Ah bah c'est pas mauvais du tout, chef. Ah, ça a l'air bon, oui, mais... Ah, je pense que là c'est parfait. Vous avez mis quoi dedans? Bah là, qu'est-ce qu'on a mis? Un petit peu de tout, de l'info, des débats, des chroniques, des interviews, du sport, des reportages... Fallait pas me faire la liste complète, là. On fait quoi, là, exactement? Ah bah là, on fait l'intro de l'hebdo, c'est-à-dire on lance l'émission. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est ça, votre lancement? Non, c'est pas bien. Non, alors attendez. 3, 2, 1, l'hebdo, c'est parti. Bah là, c'est mieux, là. Merci. Moi aussi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, votre presque magazine en 60 minutes chrono pour vous parler cette semaine de nos forces de l'ordre, d'innovation, de polémique, de plage de football, de débat, de culture avec beaucoup de musique. Deux invités cette semaine, Naila Tazi et Driss El Yazami. Vous l'aurez compris, gros focus cette semaine sur l'un des festivals les plus populaires du Maroc, le Festival Gnawa qui souffle cette année sa 24e bougie. Le programme est très chargé, donc on ne perd pas de temps. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour Madame Laouni. Bonsoir Fatia Laouni. Vous allez bien? Très bien. Ça va, en forme. Salima, le jingle a changé. Oui. Là, t'aurais pu le change. remarquer. Chaque semaine. Pour le coup, entre la semaine dernière et cette semaine, un petit truc. Très beau jingle. Ouais, ça va. On débute tout de suite avec l'image de la semaine. Jingle. Je vous rappelle que l'hebdo c'est à suivre bien évidemment sur l'antenne de Radio 2M, mais en simultané et en live sur nos réseaux sociaux. L'image de la semaine que vous découvrez en ce moment, c'est elle, une voiture qui fait depuis plusieurs jours la une de toute la presse, marocaine et internationale. Antoine de Saint-Exupéry, dans une de ses plus belles citations, dit « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Et cette citation colle parfaitement, je trouve, à un homme. Son nom, Fawzi Najah, il n'a même pas la trentaine. C'est un MRE, issu d'une famille modeste vivant dans la banlieue parisienne, fils d'un ouvrier marocain qui, durant toute sa vie, plus de 30 ans, a travaillé dans les usines Renault en France. Un fils d'un ouvrier issu de la deuxième vague d'immigration, il a grandi au milieu de cet environnement automobile qui deviendra sa passion. Quand il était petit, son père l'emmenait dans le grand salon de l'automobile de Paris. Les étoiles dans les yeux, devant les belles voitures, il commencera à rêver, imaginer que lui, peut-être un jour, quand il sera grand, sera dans ce salon pour présenter sa propre voiture. Ça fait rire bien évidemment tout son entourage. Mais au mois d'octobre, l'année dernière, au grand salon de l'automobile dans la capitale parisienne, il est là et les projecteurs sont sur lui. Il fait sensation devant les nombreux journalistes présents du monde entier. Il présentera sa voiture avec une innovation unique en son genre, la première voiture avec un système de capsules d'hydrogène intégré et breveté, s'il vous plaît. Devant les médias, il dira que son rêve, le plus fou, c'est que sa voiture soit produite un jour sur la terre de ses parents, au Maroc. Ce lundi, c'était au-delà de ses rêves les plus fous. Il a pu présenter le prototype de sa voiture, la Namix, officiellement à Rabat et devant Sa Majesté le Roi. Certains diront que son nom portait déjà la belle étoile, Najah, la réussite. Mais ce qui est une incroyable avec son parcours d'entrepreneur, c'est qu'au-delà de la voiture à hydrogène, etc., dont on parle depuis un bon bout de temps maintenant, c'est qu'on peut se donner les moyens de la produire au Maroc et donc encourager à travers cet élan et sa vision et la vision de Sa Majesté le Roi en faveur de ces énergies. Moi, au-delà de l'aspect écolo et de l'aspect Made in Morocco / Africa, c'est l'aspect esthétique. C'est une voiture, je me vois bien la conduire en fait et me balader avec et en être fier. Mais grave, moi aussi en fait. C'est le moment de faire entrer nos invités. On va se faire du bien avec un bon bain de culture, de musique, de danse, de sourire, de débat et surtout de partage pour vous parler du grand retour du Festival Gnawa. Je vous prie de bien vouloir accueillir Naila Tazi et Driss El Yazami. L'invité. Bienvenue à tous les deux, on est ravis de vous avoir avec nous. Merci de l'invitation et on est aussi ravis, je pense, d'être là. Ouais, merci Ftihia, merci à toute l'équipe de nous accueillir et ravi de passer ce moment avec vous. Allez, c'est parti. Notez d'ores et déjà ces dates, vous qui êtes chez vous, en voiture, où que vous soyez, au Maroc ou ailleurs.
Du 22 au 24 juin, la ville d'Essaouira accueillera la 24e édition de ce festival des plus populaires, je le disais, qui réunit des dizaines de milliers de fans et de très nombreuses familles. Je vais commencer par vous, Driss. Si vous deviez définir avec vos mots ce festival, vous diriez quoi ? Un festival démocratique. Moi, depuis la première fois que je suis allé à Essaouira, je vivais encore en France. Je ne connaissais pas Neila. Je connaissais un ami, Adil Jazouli, qui m'avait beaucoup parlé d'elle, mais je n'ai pas osé l'aborder à l'époque. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est le pluralisme de la société marocaine, toutes les couches sociales, des jeunes en Iroquois, et puis des bourges de Casablanca. Donc j'étais et les familles, quoi. Oui, et puis le soir, bien évidemment, les mamans, les enfants. Les enfants. Les internationaux aussi, les étrangers. Oui, bien sûr, mais je veux dire, me retrouver, moi je vivais en France, donc retrouver la société marocaine dans sa diversité, ça m'avait beaucoup touché. Donc un festival démocratique. Alors Neila, j'ai parlé de grands retours, même si l'année dernière, la caravane qui a sillonné les villes était une magnifique expérience. Pandémie oblige, il fallait trouver des alternatives. Mais avant de parler en détail avec vous deux de tout ce qui va faire la programmation de cette édition, de ce qui va se passer durant ces 3 jours, cette année, c'est un grand retour que vous avez souhaité avec une célébration très particulière parce que vous n'avez pas fêté comme il se doit, encore pas eu le temps de fêter comme il se doit. C'est bien évidemment l'inscription de la musique gnawa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, tout à fait, Ftihia. C'est vrai que c'était un petit peu frustrant parce qu'on a bataillé très longtemps pour cette inscription à l'UNESCO. On en a rêvé. Vous avez parlé tout à l'heure du rêve de notre jeune Marocain qui est derrière le projet de la nouvelle voiture, qui a été présenté devant Sa Majesté. Nous aussi, on a nourri un rêve et tout le monde rigolait. Il y a 25 ans, quand on disait que notre rêve, c'était d'inscrire les Gnawa au patrimoine mondial de l'humanité, parce que c'est une tradition orale qui le mérite, ben les gens rigolaient. Et on a bataillé longtemps. Il a fallu des coups de gueule, il a fallu taper du poing sur la table, il a fallu toute une bataille pour arriver à ce résultat. Et il est vrai que c'est arrivé en décembre 2019. C'était une grande annonce, une grande nouvelle pour tout le monde, les Gnawa, le Maroc et nous autres. Mais 3 mois après, il y a eu tout s'est fermé en fait. En mars, tout a été barricadé, le monde s'est barricadé. Et donc, tout ça a été complètement mis de côté. Et donc, on était très frustrés de ne pas pouvoir célébrer ça comme il se doit. Mais on a quand même continué à porter le flambeau puisqu'on a organisé un très très grand concert. On a réuni pour la première fois tous les Gnawa du Maroc à Essaouira pour un concert en coproduction avec la télé marocaine, Oula, sans public, mais vraiment pour un spectacle télévisé. Et pour les Gnawa, c'était très important. C'était une manière à la fois de célébrer ça et de ne pas les oublier, et puis de les aider aussi, parce que la scène musicale et artistique et culturelle s'est totalement arrêtée. Donc voilà, ensuite on a fait cette tournée qui aussi s'est faite dans des conditions extrêmes, puisqu'on a eu 3 mois pour la faire. On n'était pas encore totalement sorti du Covid en 2022, et puis on ne pouvait pas faire un grand festival, donc on s'est dit pourquoi pas une tournée pour célébrer les Gnawa chacun dans sa ville, pas toutes les villes bien sûr, on n'en a pas eu les moyens. Voilà, et donc ça c'est aussi l'occasion pour moi de dire qu'il faut le rappeler, que toute la scène culturelle a terriblement souffert du Covid. Voilà, ces 2 années blanches, tous les producteurs de spectacles qui ont travaillé pour préparer des choses pour la saison d'été 2022 y ont laissé leur chemise. Donc cette année c'est le grand retour et j'espère que ce sera une grande fête, en tout cas j'en suis sûr. Alors, une très belle programmation pour cette 24e édition. Des concerts, bien sûr, mais aussi des fusions, des expositions, des débats, la programmation. Allez, on se regarde un petit aperçu.
Ce sont les musiques du monde qui vont résonner à Essaouira, le Pakistan, Cuba, la Belgique, le Mali, le Bénin, la RDC, l'Allemagne, les États-Unis, l'Algérie. Ça vient absolument de partout. Vous aviez envie de sonorités qui se mélangent, comme toujours d'ailleurs. Oui, c'est le principe, du festival Gnawa Musique du Monde. C'est pour ça qu'il porte cette appellation. C'est démontrer que les Gnawa peuvent fusionner avec toutes les musiques et surtout que c'est un événement qui s'ouvre à toutes les musiques du monde. Donc c'est aussi un événement qui, au Maroc et dans sa région, hein, c'est un festival qui accueille des artistes de Safi, de Tiznit, d'Agadir. Donc on est bien ancré dans la région et puis on est ancré au niveau national puisqu'on reçoit des Gnawa de 10 différentes villes. On a 35 M'allem cette année, donc plus d'une dizaine de plus que d'habitude. Voilà, donc ça aussi c'est important. On essaye vraiment d'élargir le nombre de Gnawa qui participent à la fête. Il faut savoir qu'il y a une centaine de M'allem Gnawa au Maroc environ. Donc on a un tiers plus d'un tiers des Gnawa du Maroc qui participent à cette édition et on aimerait bien sûr à l'avenir en avoir plus et que le festival dure plus longtemps, bien sûr. Ces artistes, pardon, vas-y. Ces artistes, les artistes étrangers, ils vous disent oui tout de suite. Vous avez chaque année de moins en moins de mal à les convaincre? Alors je vais vous dire très franchement, cette année c'était très particulier. Beaucoup des artistes qui sont venus depuis 24 ans nous ont tous demandé à revenir. On a eu des demandes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'après le Covid, les musiciens avec lesquels on a travaillé à travers le monde ont besoin de venir comme en pèlerinage au Festival Gnawa. Ils ne veulent pas simplement reprendre leur vie professionnelle, ils ont besoin d'un grand bol d'humanisme, de fraternité, de convivialité et surtout d'inspiration. Parce que pour un musicien, bien sûr, c'est un choix professionnel qui est d'abord une philosophie de vie. Donc, Essaouira, c'est quoi? C'est un événement pour les artistes du monde où on vient chercher du son, on vient chercher de la nouveauté. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que dès le départ, au Maroc, on a souffert à installer ce projet parce que cette appréciation de cet avant-gardisme n'a pas été parfaitement compris au départ. Et aujourd'hui, on a clairement, avec l'inscription à l'UNESCO et avec un gros focus médiatique de gros médias internationaux, on sent que ça y est, le festival est en train de passer un cap. Et musicalement, évidemment, on pourra continuer d'être un laboratoire et accueillir des musiciens incroyables, mais les grands musiciens, c'est toujours aussi une question d'argent. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure d'une trentaine de M'allem Gnawi qui seront là. Il faut rappeler aussi qu'il y a aussi cette nouvelle génération de musiciens qui utilisent la musique Gnawa peut-être dans des esthétiques musicales un peu plus, on va dire, actuelles comme Babel Blues ou Fahd Ben Chemsi ou Farid Rennem. Il est important pour vous que la musique Gnawa puisse évoluer et se moderniser. Vous le faites dans le cadre du festival ? Vous savez, les Gnawa, ils gèrent l'évolution d'un patrimoine et d'une culture dont ils sont les détenteurs. Nous, ce que nous faisons, c'est, depuis 24 ans, il faut le dire, nous avons, à travers ce festival, réussi à valoriser un courant musical qui était marginalisé. Et on l'a valorisé en lui permettant d'être à la croisée d'autres cultures. Et c'est ce qui a permis à la culture gnawi véritablement d'avoir le rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à permettre à des jeunes d'exploser dans leur carrière musicale et artistique tout en continuant de préserver la tradition qui aujourd'hui est inscrite au patrimoine mondial UNESCO, et donc il y a un devoir de continuer à travailler avec les anciens, avec les M'allem, et c'est pour ça qu'on a fait l'anthologie, pour vraiment garder la mémoire de tout cela. Et puis les jeunes, évidemment, on les encourage à faire des vraies carrières musicales parce que c'est leur choix de vie. Donc être Gnawi aujourd'hui, c'est une fierté. Être Gnawi aujourd'hui, ça appartenir à un courant qui est mondialement connu. Et comme le reggae, la même année, je pense que la même année que la reconnaissance du reggae au patrimoine mondial a été faite comme les Gnawa.
Alors, durant ce festival, on va continuer à parler de musique, mais il n'y a pas que la musique. Il y a des expos, il y a surtout des débats. Durant ce festival se tient depuis 11 ans maintenant, 11 ans, depuis 2012, un lieu de débat. Des intervenants d'horizons totalement différents, des acteurs de la société civile, de la politique ou encore des sociologues. C'est le Forum des droits de l'homme, un espace de liberté ouvert à tous, où le débat fait tomber beaucoup les tabous. Et cette année, Driss El Yazami, il est sur la thématique identité et appartenance. Juste avant de parler de ça, à quel moment s'est fait la connexion entre vous deux, de vous dire ce serait bien qu'on ouvre le débat. Comment ça s'est passé entre vous deux? Enfin, je pense qu'on se connaissait un peu, puisqu'on avait travaillé ensemble sur justement les Marocains du monde. On avait organisé ensemble la première rencontre en 2009, 400 femmes marocaines d'ici et du monde à Marrakech. Une rencontre qui avait été marquée par plein de rencontres. 400 femmes marocaines qui bougent dans tous les domaines. Tout à l'heure, on a eu un exemple avec la voiture, on vient d'en avoir un exemple avec le mondial. Donc, la découverte des nouveaux Marocains du monde, à mon avis. On l'a fait ensemble à Marrakech. Puis est venue 2011, la nouvelle constitution. Les jeunesses de la région qui se réveillent, qui se manifestent, qui s'expriment. Et c'est venu tout naturellement. Je veux dire, je ne sais pas qui le premier l'a proposé. Mais on a fait un lieu, 2 matinées. On ramène une vingtaine de personnes de tout horizon qui discutent en toute liberté. En tout cas, pour moi, c'était tout à fait naturel que ce moment s'inscrive dans l'écran des Gnawa, de la rencontre. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des musiciens du monde qui accourent à Essaouira, c'est parce qu'à mon avis aussi, il y a une demande de sens, une recherche de valeur. Et que je crois que c'est naturel que les droits de l'homme s'inscrivent à Essaouira dans ce festival. Et c'est vrai que dans ces débats, je pense que la majorité de l'équipe y ont déjà assisté. C'est vraiment des débats très libres et on voit une véritable soif justement de prendre la parole. Donc des intervenants quand même, quelques-uns qui sont extrêmement pointus. J'ai l'impression que cette année, vous avez explosé le compteur. Il y a combien d'intervenants? Une vingtaine, oui, qui viennent de plusieurs disciplines scientifiques, mais aussi de la vie de tous les jours. Il y a même une Marocaine du monde qui est Ilham Kadri, qui est la PDG de la plus grande société belge, qui vient à la conclusion de ces journées. Il y a on regrette encore, on trouve qu'il n'y a pas assez de femmes, il faut le dire, par rapport à d'autres éditions. Mais on a fait au maximum, mais il y avait des amis, des acteurs, des actrices qu'on voulait avoir et qui n'étaient pas libres à ce moment. La thématique identité et appartenance, pourquoi? C'est l'actu? Non, c'est à mon avis, c'est un peu la l'actu problématique. quand même. C'est la problématique majeure peut-être aussi non, de cette génération. Sur la moyenne durée. Mais sur la moyenne durée, je veux dire, il y a encore le souvenir de guerres civiles autour de l'identité en Afrique subsaharienne ou en Europe à côté de nous. C'est encore hier. Pardon. Donc c'est une actu, disons, qui dure. Mais c'est parce que toutes les sociétés sont traversées par des demandes d'identité ou par des crispations identitaires, par des demandes aussi de se définir. Pour nous, Neil a joué un rôle essentiel à ce niveau, et c'est pas par lip service. Ce qui s'est passé au mondial de football, et là on part à côté d'un grand spécialiste, Amine, ce qui s'est passé au mondial, c'est cette alchimie entre les Marocains du monde et les Marocains d'ici a posé la question directement et indirectement de l'identité. Qui sommes-nous? C'est quoi ce Maroc qui est en train d'exploser? Est-ce que c'est à cause de cette alchimie? Comment il peut gérer cette diversité? Être du Maroc et être ailleurs. Être du Maroc et parler... Je fais un petit passage à côté. Lorsqu'aujourd'hui on parle de littérature marocaine du monde, il faut, la littérature marocaine du monde aujourd'hui s'écrit en français, en castillan, en catalan, en anglais, en allemand, en italien. Et là, on va sortir, on va le voir au Salon du Livre. Donc, aujourd'hui, le Maroc est dans le monde et donc ça pose une question de se définir et comment on se définit.
On va continuer d'en parler. Vous suivez bien évidemment tous les deux l'actualité. Alors cette semaine a eu un anniversaire qui a été célébré dans plusieurs régions du royaume. Et si dans certains pays, l'image des forces de l'ordre est souvent décriée, au vitriol même quelquefois, chez nous on a pu assister à une symbiose, une espèce de fusion, un lien particulier entre les citoyens et notre police. C'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo. Alors cette semaine, tu t'es interrogée sur le lien entre les deux. Le pourquoi Mais du ce comment. que vient de dire Madame quand vous venez de dire, excusez-moi, on aimerait mettre le doigt et comprendre ce qui se passe, ce lien entre les Marocains du monde. Là, c'est pareil un peu avec la DGSN. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc la DGSN célèbre donc ses 67 ans cette semaine. Un 16 mai donc célébré chaque année et qui fait aussi remonter un souvenir, celui des attentats du 16 mai 2023. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, lorsque 12 kamikazes ont décidé de semer la terreur à Casablanca. Et 20 ans après, les proches des victimes de cette barbarie restent profondément marqués par les drames personnels et familiaux qu'ils ont vécus. Cet anniversaire, triste et joyeux à la fois, représente aussi l'occasion de s'arrêter sur les réalisations, les sacrifices des policiers et des policières au service de la patrie, au service des citoyens. Chacune des 12 régions, comme tu viens de le dire, Fathia, à travers le royaume, a célébré à sa manière ses 67 ans de sûreté, de sécurité. On a rendu hommage aux policiers disparus en héros dans l'exercice de leurs fonctions. Vous allez me dire encore que je suis pessimiste, que je parle des attentats, que je parle des policiers morts en héros dans l'exercice de leurs fonctions, notamment durant la crise du Covid. On pense également très fort aux familles du policier victime d'un homicide volontaire début mars dernier. Depuis, 3 extrémistes ont été arrêtés pour leur implication. Mais cet anniversaire, c'est aussi l'occasion effectivement de faire le point sur le méga chantier de modernisation des prestations et des infrastructures sécuritaires, puisque la police de 1980 ou des années 2000 n'est plus la police de 2023. Au fil des années, des mois, des réformes visant à rapprocher les citoyens du service public et à renforcer ce lien de confiance quasi unique, oui on peut le dire, qui existe entre les Marocains et nos policiers. Voilà, donc lorsqu'on tend notre micro au Casablanca dans les rues, certains nous répondent avec beaucoup d'émotion, d'autres se remémorent la très récente crise sanitaire durant laquelle le royaume a été littéralement quadrillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les automobilistes, les passants qui leur distribuaient parfois de l'eau. Une solidarité vraiment sans pareil que l'on a tous vécu. Il ne fait aucun doute selon moi que cette augmentation de la confiance, entre guillemets, elle est liée quand même à cette crise. Il y a un avant Coupe du Monde, un après Coupe du Monde. Pour moi, il y a un avant Covid et un après Covid. Et voilà, exactement. Et donc, il y a un sondage mené il y a 2 mois, donc très récent, sur la base d'un échantillon représentatif de 1500 personnes, révèle que 92% des Marocains font confiance à la police. L'étude a été menée par l'Institut marocain d'analyse des politiques, chargé de dresser un diagnostic du niveau de confiance chaque année. Ce même sondage révèle quand même que 95% des Marocains pensent fortement que la corruption est répandue. Donc voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas quand même. On fait confiance à 92%, mais en même temps, il reste des lacunes, quoi. Voilà, exactement. Et aussi, il révèle également ce sondage que les Marocains font davantage confiance aux institutions régaliennes que les politiques, puisque ce même sondage témoigne que seulement 60% sont prêts à accorder leur confiance au gouvernement. On interprète comme on veut ce sondage. C'est vrai qu'il y a un auditeur qui nous a dit ça. Là. Hier, on a fait une matinale où il dit « Non, mais je m'explique bien, hein. Je salue nos forces de l'ordre, mais pas le gouvernement. » Et c'était clair, c'était dans la matinale qu'il vous a sorti ça. Il vous a dit quoi exactement ? Il nous a dit clairement que lui, il parlait pas du gouvernement, mais il défend que des policiers. Il parlait que des Donc ils sont quand même quasi un tiers de moins à faire confiance au gouvernement qu'à nos policiers. Mais s'il y a bien un méga chantier sur lequel je veux inciter, parce qu'on peut pas parler de tout. On peut pas parler du terrorisme, on peut pas parler de la criminalité, on peut pas parler de tout, mais j'aimerais juste insister à travers cette chronique sur les 132 cellules qui ont été mises en place au cours de ces dernières années aux 4 coins du royaume pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Donc ces femmes, on les écoute maintenant quand même, on prend leurs plaintes, même si elles sont très peu finalement à franchir les portes d'un commissariat pour porter plainte. La manière de faire, la manière de recueillir leur témoignage n'est plus celui d'il y a 5 ans, n'est plus celle d'il y a 10 ans. Et donc finalement, on a contribué à libérer la parole, ne serait-ce que de quelques points. Et ça, c'est un grand pas en avant. D'ailleurs, juste entre parenthèses, il y a eu une vaste opération de recrutement de la DGSN. Avec les portes ouvertes jusqu'au 4 juillet. Donc c'est sur concours. Donc merci à nos amis les policiers. 6600 postes.
Je pense qu'il y a eu un switch au niveau de la mémoire collective des Marocains. On est passé d'un rapport avec les forces de l'ordre qui est passé de la peur à une vraie sympathie et qui dépasse en fait cette période-là du Covid. C'est vraiment au niveau du comportement des policiers. Depuis une bonne vingtaine d'années, on sent en fait qu'il y a de la pédagogie de leur part en fait. Ouais, mais ce que veut dire Salima, je pense qu'elle a raison. Avec le Covid, il s'est passé quelque chose. On a vu des gens s'arrêter, leur donner de l'eau. On a vu des gens s'arrêter, les saluer. On a vu des gens baisser leurs vitres et leur dire merci. Et en fait, il n'y avait pas cette expression. Est-ce que vous voulez réagir? On va demander à nos invités s'ils souhaitent réagir là-dessus. Moi, je pense que le Covid a été un élément. Il nous a transformés quand même. Je dirais sur tout un ensemble de choses, ouais. Parce qu'on a découvert d'abord à la fois nos lacunes et nos capacités, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on doit faire. Et c'est vrai que la police a joué un rôle fondamental parce que il faut quand même pas oublier qu'il y a des millions de Marocains il a fallu organiser leur vie et organiser l'ordre. Il y a des quartiers où il y a une telle densité de population, on se demande comment on a réussi à maintenir l'ordre. À maintenir l'ordre, et pourtant on l'a fait. Et puis aussi, il y a eu un grand effort de communication de la part de la DGSN depuis des années. Il y a une évolution des mentalités, tout simplement. Il y a une envie de changement. Puis eux aussi ont changé. Ils communiquent beaucoup plus, que ce soit à travers les réseaux sociaux, où ils sont extrêmement présents, que ça n'existait pas. Driss? Il y a d'évidence la Covid, la communication. Mais je crois qu'il y a une idée qui est en train d'infuser dans la société marocaine et dans les institutions marocaines, qui est l'idée de l'état de droit. C'est un long processus qui se manifeste de diverses manières. Et donc, les Marocains sont plus exigeants, y compris vis-à-vis des policiers, du Moqaddam, du coin, du Pacha, etc. Et les institutions se trouvent aussi dans un processus de transformation qui est complexe, parce qu'il faut passer, il faut passer de l'ignorance de l'état de droit à la rule of law, la règle et ça, je pense que l'institution de la DGC, elle l'a compris, est en train de faire ce travail qui est un travail complexe et très important et essentiel. Mais la société et les institutions changent en même temps et interagissent. Alors, un lieu qui aurait besoin, je ne veux pas, vite alors. Et je rappelle quand même qu'on est un pays où on se sent très en sécurité. Voilà, ça, c'est le point essentiel. Pour la petite anecdote, un passant qui refusait d'être enregistré me dit: très bien le travail de la police, vraiment je les félicite, etc. Moi je veux juste qu'on arrête de me voler mon téléphone à Casablanca. C'est tout ce que je demande. Pas que Casablanca, il n'y a pas qu'à Casablanca. Alors il y a un autre lieu qui aimerait bien, qui est beaucoup plus de force de l'ordre, où c'est un peu quand même l'anarchie totale. Je vous dis pas la prise de tête pour trouver la transition avec le sujet de Rimel. On va aller à la plage. Et puis en plus c'est bien, le festival estivien fin juin, on va aller sur les plages. Nos plages sont sur les nos plages, il y a un problème, quoi. Et c'est un petit peu dans toutes les villes que ça se pose. Non, c'est des problèmes d'argent, en fait. Une anarchie absolue avec des vendeurs vous allez découvrir quoi? La Walkwoman. La Walkwoman. Alors toi, t'aimes bien la plage, on le sait, t'es surfeuse, on le sait. Tu bronzes, on le sait. Tu bronzes, on le sait. Mais un truc qui t'énerve profondément. C'est les loueurs de parasols. Parce que il fut un temps où il suffisait aux Casablancais de prendre leurs serviettes et de mettre le cap sur Ain Diab, leur plage de prédilection. Mais les temps ont changé à cause des loueurs de parasols et des chaises pliables qui dictent désormais leur loi à tout le monde. Et c'est quelque chose que je commence déjà à voir avec les vagues de chaleur. Bon, pas ces derniers jours parce qu'il commence à pleuvoir, mais les dernières semaines, on a quand même vécu des vagues de chaleur énormes. Et les Marocains commencent déjà à aller à arborer les plages. Et il suffit de faire un tour à Ain Diab, vous verrez des transats et parasols déjà installés, comme sur les images que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux. Et pour trouver une place, il faut mettre la main à la poche et débourser entre 20 et 40 dirhams minimum. Et ça devient carrément obligatoire. Des citoyens avaient auparavant exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux, appelant les autorités à intervenir. Souvenez-vous, en 2021, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux contre les loueurs de parasols. Et donc là, cette année, la polémique refait surface, raison pour laquelle je suis allée demander aux gens si eux, ils sont frustrés ou pas face à cette situation, tout simplement. Et les avis sont plus ou moins partagés. Écoutons-les. الفضاء العام هو ملك لجميع الناس. كيكون الانسان كيبغي يرتاح في الشاطئ لانه ملك عمومي، كيجي واحد تيبدا يتاجر
وتيبدا يطلب منه مبالغ اللي شويه ان بو اكسيسيف. هذا مشكل كاع الناس كيتشكاو منه بحق. انا مع وضد، مع حيت كاين اللي ما عندوش، يعني كيجي غادي يلقاه واجد وكاين في الرمله، وانا ضد حيت هما بزاف، وراه كيولي بزاف والبحر عامر كله بلي باغاسول، وعاد كاينين واحد الناس كيدوروا لي زهر كيبرسطوا، ماشي غير انا، كيبرسطوا عامه الناس كيبرسطوهم هنايا. علاش انت باغي تجيب غير الكرسي ديالك، غير الكرسي. انا دابا عندي كرسي د البحر نقدر نحطو هنا ونجلس بحالي، ما تيخليوكش. لا خصو يفرضوك تاخذي الكرسي وتاخذي الباراسول. ما باغي انا لا كرسي لا باراسول، باغي واحد دقيقه ونوض بحالي. انا معاهم اختي. علاش كيعاملونا زوين، كنلقاو باراسولات موجودين، فهمتي، كلشي موجود، كيقادوا لينا باراسول وكراسه. ماشي تيبرسطوني، ولكن كنظن ان لا كونتيتي ديالهم كثرات، يعني خص تكون واحد النسبه قليله بارابور، لان كاين الناس اللي كيجيبوا معاهم لي باراسول ديالهم، يعني ماشي تكون اون اوبليغاسيون خاصني ناخذ من عندك الباراسول باش نجلس، يعني خاص ضروري تكون واحد المراقبه، واحد اللجنه اللي تجي تنظم هذا الشيء هذا. C'est quand même dingue, mais est-ce qu'il y a des autorisations? Ça se passe comment? C'est totalement l'anarchie absolue. C'est un peu le même principe que les gardiens de voiture, je pense. Exactement. Ça doit être la même... Donc, mais, oui, non, mais la plage, vous me dites, hein, si je dis une ânerie, la plage, elle est publique, on est bien d'accord. Il y a des espaces qui sont prévus et d'autres espaces où tu n'as pas le droit de poser un parasol. Ou sinon, laisser les parasols de côté et à la demande du client, leur donner ou la Alors leur moi, je peux te donner l'exemple de louer un Saïdia, où transat. effectivement, ça a été très réglementé. Il y avait donc Il y a des espaces parcelles bien définis, etc. Ça a duré 1 an. L'été dernier, j'ai passé mes vacances à Saïdia, c'était une catastrophe. Donc on est revenu à ce qui se passait il y a 15 ans. Et le malheur dans tout ça et la misère dans tout ça, c'est que les vendeurs de parasols monopolisent l'espace, vraiment le bord de mer. Donc si tu viens avec ta serviette et ta chaise, tu te retrouves derrière. Forcément. Ah oui, tu es obligé de te mettre derrière. Voilà, exactement. Donc c'est gravissime. Bon, logiquement, ils n'ont pas le droit. Oui, bien N'importe sûr, quel citoyen a le droit de traverser une plage et a le droit de s'installer sur une plage. Donc, en fait, c'est le conseil de la ville de Casablanca. Oui, c'est la commune. Mais c'est pas que Casablanca, hein, c'est dans de très nombreuses villes du Maroc. À Souera, mais Casa, il n'y a pas ce énorme. problème. À Souera, il n'y a pas ce problème, par contre. Mais là, à Casablanca, il faut c'est du deal de effectivement que fric, le conseil de la ville mette de l'ordre et qu'il n'y ait pas cette anarchie et qu'il y ait... effectivement, c'est un équilibre entre des espaces. Il y a des citoyens qui veulent trouver des parasols sur place et d'autres qui ne veulent pas, mais il ne faut pas que ce soit une exigence de prendre un parasol. Voilà, la plage appartient à tout le monde. Pour le coup, la plage, elle n'est pas démocratique, Driss. Si je peux me permettre de dire, d'aller un peu... Ce phénomène révèle aussi, mais d'autres phénomènes, je veux dire, le développement de l'informel dans l'économie marocaine. Je veux dire, il y a de l'auto-entrepreneuriat d'une certaine manière, qui est une bonne chose, mais qui se manifeste au détriment des citoyens ou d'autres. Mais il y a d'évidence l'exigence et la nécessité de contrôler et aussi de formaliser l'informel. On reparle du festival. J'ai une demande à vous faire. Puisque nous parlions de ce débat des droits de l'homme qui se tiennent, je rêve, elle a laissé son téléphone allumé, c'est bien évidemment Salima. Pardon. Est-ce que vous allez agrandir cette salle? La salle de vos débats des droits de l'homme, elle est trop petite. Les gens, alors je vous explique, si vous n'y êtes jamais... Mort de rire. Allez, oui, vous pouvez mourir de rire. Je vous le jure que c'est vrai. Donc c'est full, il y a une vraie demande. Moi, la première, des fois je suis assise, mais après je laisse les gens. On est assis par terre, messieurs, dames, je vous jure. Les couloirs, ils sont bondés. Tout le monde veut assister à ces débats du forum. Neila, pourquoi la salle, elle n'est pas plus grande? La salle, elle est ce qu'elle est, et c'est vrai que on s'est installé dans ce lieu, où on prenait un risque au départ, parce que faire des conférences en matinée pendant le festival Gnawa, alors que tout le monde reste écouter de la musique jusqu'à 2-3 heures du matin, c'était quand même un risque. Et on ne pensait pas que ça aurait autant de succès. Donc il est vrai que ça marche bien et on enregistre, on prend bien bonne note. Non, mais je plaisante pas, hein, Driss, c'est vrai. Bon, la demande est enregistrée, elle sera traitée par les échelons supérieurs. Exactement. Est-ce que je peux balancer une anecdote sur le festival de Souera et j'aimerais rebondir. Bonjour Fatihia, dis-moi à quel point je t'ai manqué. Tu m'as énormément manqué, mais j'étais ravie d'avoir Rimel aussi avec moi. Bien. Alors en tout début de festival que je connais bien, Neila peut en témoigner parce que j'étais parmi... Enfin bref, c'est pas important. Il y a plus de 20 ans, il y avait un monsieur pour qui j'ai voué et je voue toujours une très grande admiration, mais que je connaissais pas très bien, que je voyais de loin, qui s'appelait Driss Liezemi.
Voilà, donc pour moi c'était une icône, comme ça c'est un monsieur un peu... Je sens qu'il va y avoir une déclaration Non, d'amour du et tout, j'adore c'est ça. une anecdote. Yallah. Et ce bonhomme-là, quand je le voyais qu'à la télévision. Je crois je l'avais peut-être interviewé une fois ou deux dans une ancienne vie où j'étais journaliste. Et là, au festival de Souara, qui je vois arriver en face de moi, Monsieur Lies Ami, en short, complètement décontracté, mais en détente totale. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Dites-moi pas que c'est pas lui. Salima, dites-moi que c'est pas vous. Tu sais de quoi je parlais que Salima, dites-moi que c'est pas vous. Oui. Et là, je vois les gars super détendus, super sympas, qui viennent, ils me claquent la bise. Et là, je me dis non. Monsieur les amis, et là ça rejoint très précisément ce qu'il disait en tout début de festival, c'est la particularité, le particularisme de ce festival, c'est que c'est un brassage sociétal incroyable qui fait se regrouper des CSP complètement improbables, et je pense que c'est l'un des rares, ou du moins l'un des premiers festivals comme ça, Film Maghreb, qui a réussi à de la performance, qui est pour moi une performance, parce que je pense que par la suite les gens font tout pour essayer de rester dans leur cocon, de vivre un peu sans que l'autre vienne l'agresser, et à ce moment-là, toutes ces barrières tombent. Donc je confirme à Cédric, et vous en avez été le parfait exemple. Voilà, ça c'était ton anecdote. Est-ce qu'elle t'a plu? Elle m'a bien plu, Voilà. elle m'a On peut beaucoup continuer. plu ton anecdote. C'est très bien en plus que tu lui fasses une petite déclaration Je peux en faire aussi 25, gentille. et même avant ma chronique, je vais lui faire un clin d'œil aussi. Avant Qui ta dira à quel chronique, point je l'aime. parce que je le sors parce que c'était trop lourd pour lui, parce que il est arrivé avec un cadeau pour toi. C'est pas vrai. Si. Alors, Dressi Azami est arrivé avec un cadeau pour Amin Rahmouni. Vous allez faire des jaloux, monsieur Azami. Alors, c'est un magnifique. Tu nous le décris, s'il te plaît. Alors, il y a ceux qui regardent devant la caméra. Faut cadrer. C'est un beau livre, je le décris, avec apparemment des photos inédites qui reviennent en fait sur la Coupe du Monde au Qatar et la participation marocaine avec un titre, donc les moments marocains. C'était un superbe cadeau, je vous remercie, Cédric. Franchement. Alors, c'est quoi par la croisée des Nous chemins. vous connaissions Exactement, pas. produit par le CCM aussi. Nous vous connaissions bien évidemment l'homme qui défend les droits de l'homme à travers le CNDH. L'homme qui se balade en short. Tout ce qui se fait en autour bob des aussi, rencontres, short et bob. en tant que président du CM, tout ce qui se fait autour de la communauté et de la diaspora marocaine. Mais le foot, je ne savais pas ça chez vous. Non, il y a deux choses qui m'ont touché, bien évidemment, comme tous les Marocains. C'est cette histoire dont vous parliez. C'est cette alchimie qu'il y a eu entre les Marocains du monde et les Marocains d'ici, qui est assez exceptionnelle. Et je pense que cette alchimie peut-être fonctionner dans d'autres domaines. S'il y avait cette rencontre, elle fonctionne par exemple ici autour de cette table, déjà. Mais aussi, il y a une chose qui m'a touché énormément, et c'est une première dans l'histoire du foot, et je parle sous le contrôle d'un spécialiste, c'est la première fois qu'on a vu autant de mamans sur le terrain de football. Ouais. Et c'est un véritable mystère que je n'ai pas encore. C'est une volonté fédérale, la fédération. Non, mais je veux dire que ça ait fonctionné. Ah oui, non, bien sûr. Ça ait fonctionné. Oui. On peut avoir parfois une décision. Mais parfois, ça ne prend pas. Ouais. Non, mais en plus, j'en ai parlé un peu avec Fouzir. En fait, c'était aussi une demande. Ce qui est extraordinaire, et à mon avis, qu'est-ce que les joueurs ont voulu exprimer à travers cela? Je crois qu'ils ont voulu exprimer une reconnaissance à ces mamans de l'immigration, à ces pionnières de l'immigration, à ces mamans qu'on a vues qui sont stigmatisées en Europe. Je parle du fameux hijab, et comme toutes les femmes musulmanes qui sont stigmatisées. Et je crois que là, il y a un message d'une extraordinaire... le papier que j'ai fait dans la préface porte sur cette question. Cette part de nous-mêmes, c'est Marocains du monde, c'est une part de nous-mêmes, mais qui vient d'ailleurs. Et donc, une des questions, c'est comment on va gérer cette distance et cette proximité à la fois. Et je crois qu'il y a de quoi travailler. Bon, on peut lancer la chronique dans ce cas-là. Ah, voilà. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous, là, hein? C'est à vous, entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, salut Limas. Tu vois, dès qu'on entend ça, ça fait un truc. Voilà, alors c'est Même vrai, moi je qui le suis pas reconnais en fouteuse. fait. Ça paraît un peu convenu et facile comme ça de cuisiner cette chanson à toutes les sauces chaque fois qu'une de nos équipes nationales de foot décroche une belle performance. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est tout week-end, c'était la qualification de nos U17 ou les moins de 17 ans pour les nazes en foot à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement chez nos voisins en Algérie. Alors, on est Dieu qu'elle a été belle, elle nous a fait super plaisir cette qualification, à sauter partout et festoyer comme des gamins devant nos télés parce qu'une finale continentale, ce n'est jamais rien, mais aussi et surtout parce que nous sommes enfin devenus une nation qui gagne.
Donc habituez-vous à la chanson parce que vous allez l'entendre souvent ici. Et ça, c'est tout récent en fait, et ça a forcément un lien avec ce que Walid et Regragui et Oulidatou ont fait en Coupe du Monde au Qatar en novembre dernier. D'ailleurs, l'entraîneur de nos minots, donc les U17, Saïd Chiba, ce philosophe débonnaire au sang glacé, le dira à demi-mot après le match. Il fallait sortir nos tripes sur le terrain pour mériter cette place en finale. Les petits se sont battus comme des grands et je ne peux qu'être fier d'eux. Je pense que le pays entier est fier d'eux. Oui. Les petits, nos enfants donc, se sont battus comme des grands contre les éléments déchaînés, comme leurs aînés 6 mois avant eux. Et c'est vrai que nous sommes vachement fiers de leur parcours et c'est ça la plus belle réussite de ceux qui président actuellement à nos destinées footballistiques. Ils nous ont enfin réconciliés avec toutes nos équipes nationales après des années de divorce. Et ça, croyez-le, ce n'était pas forcément une mince affaire gagnée d'avance. D'ailleurs, on parle d'affaires, j'aimerais vous emmener en France parce qu'il y en a une qui défraie bien des chroniques. Ouais. Et nous renseigne tellement sur ce qu'est la France et certains de ses médias en ce moment. Donc le week-end dernier, la Ligue de football professionnel avait décidé, dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie, de floquer le maillot de des équipes de Ligue 1 de chiffres aux couleurs arc-en-ciel. Vous savez, les chiffres qui donnent les numéros des joueurs. Certains joueurs ont refusé de le faire, dont l'un des nôtres, donc, qui joue à Toulouse, Zakaria Bourlel en l'occurrence. Et ce garçon, sobrement, s'est justifié dans ses réseaux sociaux en soulignant qu'il y en a la plus haute estime de chaque individu. Quelles que soient ses préférences personnelles, son genre, sa religion ou son vécu, le respect de ses propres croyances ne faisait pas de lui la personne la plus appropriée pour participer à cette campagne. Et bien, croyez-le ou pas, ça a provoqué une bronca dans les médias qui l'accusent donc en plus de misogynie envers une élue de sa ville, donc Toulouse, 3 semaines plus tôt pendant les célébrations de leur victoire en Coupe de France. Donc une altercation en plus que la dite élue a démenti dans la foulée, mais vous imaginez bien que c'est pas important parce que le mal était déjà fait. Du coup, ce qui s'est passé, qu'on a eu un paquet de chroniques complètement farfelues et bourrées de contre-vérités qui ont fleuri ça et là dans les radios, toujours sous le prisme du méchant musulman, homophobe et intolérant, qui ne s'inscrirait pas dans les valeurs de la République. Avec une mention spéciale, et j'aimerais le préciser, pour une génie, que je ne nommerai pas même si j'en ai ici, sur RTL, qui a débité plus de bêtises en 2 minutes chrono que Yassine Sete-Bouksir sur toute une saison de l'hebdo. T'es vache. Bref, ça a été T'es la vraiment curée pour vache. ce garçon qui parle même pas français au demeurant. Et s'il y en a bien au moins un qui a pris sa défense avec les bons éléments, je voulais inciter dessus de langage. C'est son sélectionneur Walid Regragui qui a fort bien rappelé combien ce garçon ne collait pas à l'image de ce qu'on en faisait et qu'il fallait surtout raison garder. Raison garder, donc c'est ce qu'ont du mal à faire apparemment la presse et les médias des pays de lumière, dès lors que la pensée ne court pas forcément dans leur sens. Bref, tout ça aurait pu rester une affaire franco-française sans réelle importance si nos réseaux ne s'en étaient pas aussitôt emparés, se posant en 2 camps bien distincts. Il y a ceux qui pensent qu'Abourlel a bien fait de rester fidèle à ses convictions en refusant de militer pour une cause à laquelle il n'adhère pas. Et les autres, en fait, qui pensent que ce garçon est un bon gros homophobe qui ne dit pas son nom comme le suggèrent ses convictions religieuses. Et je n'invente rien. C'est l'immeuble. Moi, je pense ni l'un ni l'autre. Je pense que sur le terrain, on ne doit pas forcer les joueurs à dire telle ou telle conviction. Je pense que sur le terrain, on doit rester sur le foot, au même titre que d'ailleurs je te l'ai dit sur WhatsApp. Je suis contre le fait qu'on autorise des temps d'arrêt pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne. Quand on joue au foot, on ne parle que de foot. Tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, c'est mon avis, mais peu importe. Elle a le droit, c'est démocratique ce plateau. Très largement. Monsieur Ezemi, vous êtes d'accord avec moi? Donc, sur le foot, on ne parle que de foot, uniquement de foot. Moi, en fait, l'antagonisme, oui. Maintenant, il y a le dossier donc à Bourlel, il y a la personne et il y a aussi entre guillemets le dossier. Mais j'aimerais bien connaître l'avis. Justement, j'allais y venir parce qu'en fait, toute cette histoire m'amène des questions qui me donnent mal à la tête, auxquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, Cédric, refuser de se positionner pour une cause est-il justement une façon de se positionner? Ou alors, est-ce que ne pas dénoncer l'homophobie ou autre chose fait-il forcément de nous un homophobe? Ou alors, au contraire, soutenir, c'est aussi devoir militer. Et enfin, quand est-ce qu'on mange? Ouais, Vous savez, moi j'ai vécu la première affaire sur la laïcité et les musulmans, l'affaire de Creil en 1989, en septembre 1989. Cela fait 40 à 50 ans où ce débat sur les musulmans est un débat totalement fou, en partie en France. Parce qu'on ignore ce que c'est la laïcité, on ne présente jamais ce que c'est cette laïcité, et on est aujourd'hui dans une dynamique où il n'y a plus de raison. C'est pour ça que la petite invitation de Walid Regragui est fondamentale. Il faut raison garder, dire ce que c'est la laïcité, dire ce que font les musulmans et voir quels sont les moyens. Et à mon avis, c'est déjà en marche. Les musulmans de France sont déjà insérés dans la laïcité française. La folie médiatique et la folie politique qu'il y a autour empêchent toute approche sereine et pacifiée du débat. Neila,
vous présidez la Fédération des industries culturelles et créatives. Vous menez le combat pour la culture depuis de très nombreuses années. Les médias nationaux le savent bel et bien. Vous levez votre étendard le plus souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous annoncer déjà une bonne nouvelle, les tractations, qu'est-ce qu'elles donnent? Et est-ce qu'au sein du gouvernement, on appuie tout cela? Est-ce qu'au sein de notre gouvernement, on est conscient à quel point l'économie culturelle est importante pour notre pays? Et je vais même aller plus loin, et même pour notre économie touristique. Alors, c'est une bonne transition que je vais faire en rendant hommage à Abdelkader Tnani, l'éditeur de ce beau livre sur le moment marocain, qui est également vice-président général de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGM. On a été élus tous les deux. Et c'est vrai que depuis quelques années que nous travaillons sur ce sujet, que nous avons voulu ancrer au sein de la CGEM pour avoir un discours à la fois économique, institutionnel, et qu'on comprenne que les industries créatives et culturelles, c'est un enjeu de développement économique et social. En plus, c'est aussi un enjeu de rayonnement pour notre pays, de soft power. Donc, il est temps de vraiment avoir une ambition pour ce secteur, avec des objectifs, avec des politiques publiques qui vont être complètement dépoussiérées et modernisées, et une ambition bien affichée, et surtout une mise en cohérence, une intelligence collective et une convergence entre les acteurs qui font les politiques publiques. Parce que la culture, elle traverse la société et nos vies tous les jours. Alors, par exemple, Ftahia, vous avez parlé du tourisme. Aujourd'hui, la ministre du Tourisme le dit elle-même au Parlement, lorsqu'elle vient nous rencontrer. Elle nous dit 60% des visiteurs qui viennent au Maroc viennent pour une offre culturelle. Donc, il y a un début de reconnaissance. Le chef du gouvernement a consacré sa deuxième séance de questions orales de politique, sa séance mensuelle de questions orales au Parlement, la deuxième, après sa nomination par Sa Majesté, était consacrée à la culture. C'est aussi un signal pour dire on veut donner de l'importance à ce secteur. Nous avons un jeune ministre qui est Mehdi Ben Saïd, dont j'apprécie particulièrement le dynamisme, l'engagement, la volonté et la réactivité, qui a envie de changer les choses et qui est très à l'écoute des besoins de ce secteur. Maintenant, il faut le reconnaître. Dans les faits, on arrive avec une crise, on arrive avec une conjoncture qui est difficile, et bien évidemment, il y a des choses qui devaient prendre 2 ans, qui vont peut-être prendre 3 ou 4 ans. Mais ma conviction est que nous sommes partis aujourd'hui sur une nouvelle lancée, et que si on travaille et qu'on est aussi solidaires, les acteurs du secteur, et qu'on arrive à être vraiment unis, on pourra vraiment changer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer sur le plan législatif, sur le plan de l'organisation, sur le plan de notre plaidoyer. Il faut vraiment un plaidoyer commun, il faut une ambition commune, et je pense qu'on est dans un bon momentum aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec de la musique, ça va nous faire du bien, hein, un petit peu de musique. C'est la pépite de Yacine Tabouktirt avec la découverte de la semaine. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni. Comme la semaine dernière, la pépite d'aujourd'hui est issue de la programmation du Festival Gnawa de cette édition. À force, les gens vont finir par croire que nous travaillons pour Naïla, chose que j'aurais aimé, mais franchement, et sans fioriture, la programmation est tellement exceptionnelle que je pourrais la décliner en pépite durant toute la semaine. De Gnawa Diffusion à Minino Garay, en passant par Oba Oba Spirit ou Selassou, la diversité de cette édition est frappante et marquera à jamais la mémoire collective des festivaliers. Mais s'il y avait une seule raison pour assister au festival cette année, je l'ai dit la semaine dernière aussi, ça serait la pépite de cette semaine, Faiz Ali Faiz. Je pèse bien mes mots. C'est une des plus belles voix du monde que je mets au même niveau que Céline Dion, Salif Keita ou encore Stevie Wonder. Certes, il évolue dans une esthétique musicale beaucoup moins connue qui est le Qawwali, à savoir les chants soufis du Pakistan et de l'Inde, mais l'étendue exceptionnelle de la voix du Pakistanais et son timbre particulièrement riche sont transcendants et font de lui un des plus grands chanteurs encore en vie.
Cet artiste prolifique est aussi connu pour ses collaborations uniques. Il s'était associé au brillant guitariste Chicuelo dans le cadre du projet Kawali Flamenco pour nous rappeler que le flamenco trouve ses racines dans les régions indo-pakistanaises ou encore avec Kawali Gospel en créant un dialogue entre pratiques vocales et liturgiques de l'Inde et de l'Amérique du Nord. Blemen Ktiarelekom, je vous laisse avec Ali, chanson issue du projet Jadou avec Titi Robin. Très belle fille. Et très bon choix également. Moi, je ne connais pas du tout. Et, alors pour l'anecdote, quand j'étais en France, il y a une dizaine d'années, je travaillais dans le label qui produisait cet artiste-là, qui est Accord Croisé. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il vient à Essaouira. C'est un plaisir et je pense que c'est quelque chose qui va... C'est incontestablement le concert à ne pas manquer. En fusion avec les Essaouira, ça va être un grand moment de spiritualité, d'élévation même, je dirais, sur la place Moulay El Hassan. Et je te remercie pour ce petit clin d'œil, Titi Robin, qui est un habitué du festival et qui est un très grand musicien. Alors habituellement, il y a une carte blanche pour tous les deux. Comme on a un petit peu débordé, je vous donne 3 mots chacun sur ce que vous voulez, parce qu'on termine toujours avec les invités. Attention, Naïla J, 3 mots. Alors, commence par toi. Il y a le salon du livre qui commence le 1er juin. Non, mais ça, vous allez revenir. Non, mais vous avez raison de le rappeler. Parce surtout à cette occasion, avec Leila Chaouni, l'éditrice aussi, on édite un coffret de 7 romancières franco-marocaines, qui dans les livres sont épuisés au Maroc, et qui sont, à mon avis, la nouvelle génération de l'écriture marocaine internationale. On consacrera bien évidemment un spécial au Salon du Livre parce que ce sera une très belle édition également. Neila. Merci pour l'invitation. C'est bien ça. Bon appétit. Merci pour l'invitation. Non, alors là. Super. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. On vous reparlera de ce festival. Nous y serons. On essaiera de vous le faire vivre chaque jour, bien avant et surtout pendant, pour vous faire vivre le festival. Allez-y, je vous rappelle que ce festival est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer. Vous prenez juste la route et vous y allez. Et puis voilà, c'est la ville d'Essaouira qui va revivre au rythme des musiques du monde. Merci infiniment. On vous donne rendez-vous. La semaine prochaine, on regarde par là-bas la caméra et on dit au revoir à la semaine prochaine. Ciao, ciao.